Martin, co-gérant des éditions du Croquant et sociologue, dans une vie parallèle. Je suis ravi d'animer aujourd'hui cette rencontre avec Jean-Louis Siroux et Usul. Jean-Louis vient de publier qu'ils se servent de leurs armes, le traitement médiatique des Gilets jaunes. Il arrive à point nommé, ce livre. Le lire rafraîchit la mémoire. Dans le tunnel de la Covid depuis bientôt 1 an, on aurait presque oublié la violence des catégorisations émanant de certaines fractions du champ médiatique, des horreurs balancées par des éditocrates éructants en toute impunité dans le confort de l'entre-soi bourgeois, sans même parler des récupérations tour à tour opportunistes et cyniques de certains dirigeants de ces mobilisations, originées contre toute attente depuis des ronds-points, notamment à Melun où je réside, qui l'eût cru. Ce mauvais traitement médiatico-politique révèle beaucoup de choses de la façon dont le peuple est construit par celles et ceux qui bénéficient d'une surface d'expression médiatique et politique. C'est pourquoi il est plus qu'utile et même nécessaire de poursuivre l'analyse de ces formes de dévaluation, 2 ans donc après les premiers actes qui, chaque samedi, ont vu des catégories de la population les plus invisibilisées et niées dans leur puissance expressive reprendre la rue. Alors non seulement ces discours souvent pleins de haine disent quelque chose des processus de délégitimation qui se revendiquaient au summum de l'État de formes élevées de démocratie. On se rappelle à peine du grand débat ricoeurien habermasien du président jupitérien. Mais en plus, et on l'a vu encore récemment dans les dernières mobilisations, elles ont créé un précédent historique. Elles ont laissé des traces. Le mouvement des Gilets jaunes, comme levier d'action et analyseur politique, en somme, c'est un terrain fécond sur lequel il est bon de se pencher encore. Je présenterai rapidement les intervenants, que je remercie encore de prendre un peu de temps pour échanger autour de l'ouvrage. Jean-Louis Siroux est sociologue, chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles. Il a publié en 2011 La fabrication des élites et en 2018 avec Philippe Hamby Le salut par l'alternance. Autant dire que pour traiter ces mauvais traitements, il était particulièrement qualifié. Ceci dit, sociologue académique, il livre dans l'essai dont il sera question autre chose qu'un diagnostic à froid pour la consommation experte de ses collègues. Comme on le verra, le propos est incisif dans l'analyse autant qu'il engage dans la bataille. C'est donc un essai de sciences sociales critiques, comme on les apprécie et les publie aux éditions du Croquant. Je remercie aussi vivement Usul d'être parmi nous ce soir. On ne le présente plus, vidéaste, implacable commentateur politique multimédia, chroniqueur chez Mediapart via l'excellente émission Ouvrez les guillemets avec son camarade Cotentin. Comme le sport de combat sociologique l'inspire, de même que l'analyse lucide autant qu'acide des médias mainstream, nul doute que sa lecture de l'ouvrage de Jean-Louis sera utile pour la discussion. Alors, comme d'habitude, 2 séquences rythmeront ce webinaire. D'abord les interventions de Jean-Louis et Usul, puis un temps d'échange avec la salle virtuelle, à partir des questions que je ferai remonter depuis donc, la petite fenêtre de discussion chat, donc pas les questions et réponses, vous ne pouvez pas m'y retrouver. Et vous les verrez défiler au fur et à mesure. Évitez les doublons et faites en sorte que ce soit cumulatif dans le questionnement. Tout ça est filmé, ça doit circuler après notre discussion en happy hour. Je cède la parole maintenant à Jean-Louis pour une petite présentation de 10-15 minutes. Après quoi, tu pourras enchaîner. Merci. Merci à toi, Arnaud. Merci à toi, mais aussi à Louis Weber et Catherine Zbinden pour l'organisation de ce séminaire et puis pour ce que vous faites de beau dans cette maison d'édition. Et merci à Usul, évidemment, d'avoir accepté d'être avec nous. Donc, effectivement, je vais prendre une quinzaine de minutes. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais essayer aussi de ne pas être trop assommant. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé du bouquin. Je vais vous dire 2-3 mots de la démarche qu'il a initiée et puis vous lancer quelques pistes, pointer quelques aspects du livre qui pourraient éventuellement vous donner envie de rebondir dans la discussion. Alors, par rapport à la démarche initiale, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu activement à ce mouvement des Gilets jaunes, on est donc vers novembre-décembre 2018, je me suis trouvé face à une double difficulté pratique, je vais être bref là-dessus. La première, c'est que je suis belge, j'habite à Bruxelles, ce qui n'est pas une difficulté en soi, mais malgré tout, c'est une distance raisonnable avec la France. Paris n'est pas loin, le nord de la France non plus, mais il n'empêche que quand je sors de chez moi, il n'y a pas, ou pas en tout cas dans la même mesure, des ronds-points occupés partout, des mobilisations et surtout cette discussion permanente sur le mouvement en train de se faire.
Donc, bien sûr, il y a eu des mouvements. Hein. Il y a eu un mouvement des Gilets jaunes en Belgique, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais il n'a pas eu la même ampleur que celui qui s'est déroulé en France. Et moi, je me suis vraiment concentré sur le cas français. On pourrait aussi revenir là-dessus, sur qu'est-ce que ça peut apporter, quel est à la fois qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne en étant légèrement de l'extérieur pour analyser un mouvement comme celui-là, en tout cas son traitement médiatique. Et la deuxième chose, là aussi, je vais pas m'étendre dessus, mais il se trouve que des problèmes de santé assez sérieux me contraignent à limiter mes déplacements et mes activités. Et du coup, il n'était pas envisageable de faire des allers-retours vers la France pour participer aux mobilisations ou pour faire de l'ethnographie, comme on fait assez souvent en sociologie. Donc, il a fallu faire d'un peu de nécessité-vertu, d'utiliser ces contraintes et d'essayer de les retourner pour en faire le mieux possible. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'écrire, non pas sur le mouvement lui-même, mais sur son traitement médiatique, c'est-à-dire sur la narration, ou sur les narrations, c'est peut-être mieux au pluriel, qui étaient proposées de ce mouvement pendant une dizaine de mois. Hein. Donc on est à peu près, moi je me suis concentré sur une période qui va à peu près de novembre 18 à l'été, début automne 2019. Et l'idée, Arnaud l'a rappelé, c'était aussi d'écrire un truc un peu incisif, un peu plus percutant que ce dont on a l'habitude dans les formats académiques, soit parce que ça passe pas, tout simplement, soit parce qu'aussi on s'autocensure, on ne se permet pas ce genre de choses, et c'était un ton qui me faisait envie et dans lequel je me sens d'ailleurs un peu plus à l'aise, pour être honnête, que dans le ton strictement académique. Ça faisait aussi d'autant plus sens que j'ai été frappé d'emblée, comme beaucoup de gens, par le silence médiatique assez terrible autour de la répression policière, et ça vraiment dès les premiers jours du mouvement, c'est même pas les premières semaines ou les premiers mois, c'est dès les premiers jours. Il circulait vous les avez sans doute vus comme moi, un peu partout, des images glaçantes de blessures de guerre, de mutilations, d'éborgnements, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec cette intensité quand même et cette fréquence dans les médias, enfin circuler sous forme de vidéos et de comptes rendus. Et ces images glaçantes, elles n'étaient, pour ainsi dire, pas visible ou tellement peu dans les médias traditionnels. Alors, quand je dis pas visible, je veux dire une brève séquence de 15 secondes en 4e reportage d'un journal télévisé ou en page 18 d'un quotidien, on peut considérer que ce n'est pas visible, étant donné l'importance de ce dont il s'agissait. Il y avait quand même un décalage assez extraordinaire entre ce que tout le monde voyait et ce qui n'était quasiment pas répercuté dans les médias dominants, appelons-les comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui encore, là, peut-être qu'Usul aura plus de choses à dire là-dessus que moi, on gagnerait, en tout cas moi je suis très impatient d'avoir des enquêtes ethnographiques justement depuis l'intérieur des rédactions qui nous racontent un peu comment ça s'est passé pendant ces 2 mois, qu'est-ce qui s'est dit dans ces rédactions, est-ce qu'il y a du déni, est-ce qu'il y a de la censure, est-ce qu'il y a un procès en sorcellerie des Gilets jaunes qui fait qu'à un moment on déshumanise les gens et qu'on peut passer ça sous silence. Enfin, il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut faire, mais je crois qu'on aurait vraiment intérêt à très concrètement documenter ce qui s'est passé pendant cette période. Pour ma part, j'ai consacré un des chapitres du livre à la question de la violence, de manière un peu plus générale. Je reviens sur certaines séquences médiatiques, un peu clés, comme l'épisode du boxeur, entre guillemets, et d'autres. Et puis, j'essaye aussi de questionner la catégorie même de violence, de me demander qu'est-ce que c'est qu'un acte violent, quelles sont les formes, quels sont les actes qui vont être considérés comme violents et qui vont être catégorisés comme tels, et quels sont ceux, au contraire, qui vont passer sous les radars ou qui vont être lus à partir d'une toute autre lecture, etc., etc. Quel est aussi le rôle de la violence dans l'histoire. Bon, je ne l'aborde pas de front, hein. Sinon ça ne ferait pas 164 pages, mais enfin, c'est le genre de questions qui irriguent quand même le chapitre. Alors, ça, c'est pour la démarche de départ. Maintenant, plus généralement, pourquoi s'intéresser, comme je l'ai fait, au discours médiatique? Qu'est-ce que ça d'intéressant, au fond? Pourquoi passer 1 an à écrire ça ou quelques heures de sa vie à le lire? Moi, je vois au moins 2 réponses à cette question. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, c'est les 2 que j'ai essayé, c'est les 2 fils que j'ai essayé de suivre dans le cadre de ce bouquin. Le premier, c'est que les discours médiatiques nous apprennent quelque chose de l'imaginaire politique dominant d'une époque, d'une société, celle dans laquelle nous vivons. J'entends par là ce qui va être considéré comme légitime. Le mot est très important dans le livre, j'entre tout de suite par cette catégorie-là, ce qui va être considéré comme légitime à un moment donné. Autrement dit, ce qu'il est possible de dire à la télévision, d'écrire dans les médias en étant pris au sérieux. Ce n'est pas simplement un enjeu de censure, hein, c'est un enjeu de la manière dont on va être entendu et être écouté. Ou mieux encore, ce qui va sans dire, c'est-à-dire ce qui n'a même pas besoin de dire, ce qui n'a même pas besoin d'être écrit et énoncé pour être déjà entendu. Hein, c'est le déjà là, c'est les idées déjà reçues. Hein, la doxa, aurait dit Bourdieu. Bon, ça, c'est encore un échelon supérieur que j'essaye aussi d'un peu interroger dans le bouquin.
Alors, une des caractéristiques de cet imaginaire politique dominant, c'est évidemment pas la seule, hein, mais je n'aborde que celle-ci ici, c'est d'être saturé par le mot démocratie, par le mot, hein, pas par la chose, mais le mot démocratie est omniprésent dans les discours. Tout le monde, au bas mot, se dit démocrate aujourd'hui, même l'extrême droite d'ailleurs, c'est formidable, même l'extrême droite est démocrate. On vit dans un monde, au Parlement européen, le groupe d'extrême droite s'appelle Identité et démocratie. Bon, ça ne s'invente pas. Alors, identité, on comprend, démocratie, bon. Alors, si le mot peut être autant utilisé dans un spectre politique aussi large, c'est parce qu'il est un peu démonétisé, évidemment. C'est parce que c'est un signifiant un peu vide. Pas en soi, hein, en soi, moi je trouve que c'est un très beau mot. Moi j'y tiens beaucoup personnellement, mais ses usages sont un peu démonétisés. Et c'est un mot qu'on utilise un peu par réflexe, par habitude. On dit qu'on vit en démocratie sans se demander concrètement ce que ça implique de vivre en démocratie, ou en tout cas de vivre dans un régime qui se fixe la démocratie pour horizon politique, qui est ce vers quoi on tend dans l'action politique. Et dans le livre, je soutiens en effet que beaucoup de commentaires sur le mouvement des Gilets jaunes s'ancrent dans un imaginaire qui en fait n'a pas grand-chose de démocratique, pour être poli, qui n'a en fait rien du tout de démocratique dans certains cas. Je pense par exemple à tous les appels plus ou moins explicites à des restrictions capacitaires des droits politiques, c'est-à-dire au fait d'appeler à limiter le pouvoir politique de celles et ceux qui sont jugés trop incapables, pas assez légitimes justement pour l'exercer, insuffisamment instruits, insuffisamment intelligents. Là, il y a de multiples exemples dans le livre, je ne vais pas vous refaire la liste, mais le nombre de déclarations qu'on a entendues sur les handicapés du QI que seraient les gilets jaunes, enfin le niveau d'insulte est quand même monté très très haut dans certains médias. Alors c'est un grand classique de la pensée réactionnaire, je crois que je ne dois pas beaucoup m'attarder là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez connu. Les classes populaires, traditionnellement, elles sont renvoyées du côté de l'instinct, du côté des affects, du côté de l'irrationalité, du côté de la nature, etc. C'est tout ce lexique-là qui va avec les classes populaires, alors que les classes dominantes vont être envoyées du côté de la culture, de la hauteur d'esprit, de l'éloquence. Que n'a-t-on pas dit sur l'éloquence d'Emmanuel Macron, qui de fait est éloquent, mais est-ce que c'est vraiment la valeur centrale dans une société? Est-ce que bien parler, c'est vraiment le gage d'avoir des dirigeants politiques souhaitables? Bon, ça c'est une autre question. Alors, ce qui m'intéressait aussi, c'est que ce mépris de classe, parfois très violent, donc, il va parfois susciter un brusque retour de bâton. Je veux dire par là que ces individus que certains vont mépriser assez ouvertement, mais d'autres, en réaction, ou en partie en tout cas en réaction, vont leur attribuer toutes les vertus. On va faire l'éloge du petit peuple, on va célébrer le bon sens populaire, etc., etc. Alors, ce sont des discours minoritaires, hein, si on devait vraiment quantifier la chose, mais n'empêche que ce sont des discours qu'on a aussi entendus pendant le mouvement des Gilets jaunes. Il suffit de se référer à des titres d'ouvrages, à de multiples interventions médiatiques. Et je crois que ce sont aussi des discours qu'il est important d'analyser, ne fût-ce que parce qu'ils reproduisent une même vision essentialiste des classes populaires. Bon, je ne vais pas développer ça maintenant, mais je veux dire, on reste dans les mêmes catégories de pensée. C'est juste qu'on inverse la chose. La boussole indique le nord alors qu'avant elle indiquait le sud, mais on reste globalement dans des catégories qui sont relativement similaires et qui sont tout aussi problématiques, même si parfois elles sont beaucoup mieux intentionnées et qu'elles sont moins violentes au niveau strictement verbal. Alors il y a une deuxième raison, d'après moi, de s'intéresser au discours médiatique, c'est d'essayer d'en décortiquer les procédés discursifs, de prendre de la distance avec une petite musique, qui nous est parfois devenue tellement familière qu'elle est difficile à questionner. On en revient un petit peu à l'enjeu peut-être d'être à la fois dedans et dehors, hein, de s'intéresser à des mouvements sociaux dont on n'est pas si familier que ça finalement. Ça peut avoir un intérêt pour prendre un peu de distance. Alors, je vais prendre l'exemple le plus évident, je m'excuse, il est un peu, comment dire, il a beaucoup été étudié, mais c'est pour aller vite et on pourra développer après. On peut penser à la figure du riverain mécontent, aux petits commerçants maltraités, à l'usager empêché de consommer, toutes ces choses qu'on entend à chaque mobilisation sociale, mais qu'on a énormément entendu pendant le mouvement des Gilets jaunes et qu'on entendra encore beaucoup après le mouvement des Gilets jaunes. Et juste pour cette raison-là, je pense que c'est important de continuer à déconstruire ces discours et analyser le fil qui les draine. D'autant que dans le cadre des Gilets, entendre que les petits, les faibles, les petites gens, entre guillemets, seraient finalement les principales victimes, peut-être même les cibles, allez savoir, des actions menées par les Gilets jaunes. Lesquels, si on écoute ces discours, ne s'en prendraient pas aux puissants, aux puissances d'argent, comme ils le prétendent, mais aux plus faibles, à monsieur tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, et à la limite presque à eux-mêmes.
y a des reportages qui m'avaient beaucoup frappé à ce niveau-là, peut-être que vous les avez en tête aussi. C'est tous ceux qui donnent à voir des ouvriers vêtus d'un gilet jaune et qui viennent nettoyer les rues de Paris après les manifestations. On voit le message politique qui passe par là. C'est une manière de dire, vous voyez, au fond, les principales victimes, en fait, c'est quasiment vous-même. Hein, ce mouvement n'a aucun sens. Hein, c'est comme si le mouvement luttait quasiment contre lui-même. Donc ça, ce sont aussi des reportages qui sont peut-être un peu moins évidents et qui vaut vraiment la peine de déconstruire. Il y a d'autres procédés rhétoriques qui sont un peu plus subtils. J'en mentionne un seul. C'est le passage d'un registre politique à un registre moral. Alors là, je pense à... Enfin, moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur, cette dépolitisation du discours. Et je pense notamment à tous les commentaires qu'ont suscité les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron. Alors, c'est en décembre 2018, je crois que c'est le 10 décembre, si mes souvenirs sont bons. Donc, il avait pris un train de mesures, je ne vous refais pas la liste, qu'il avait annoncé en direct à la télévision. Et c'était intéressant de se pencher sur la manière dont ces mesures étaient présentées. Outre le fait qu'on expliquait que c'était formidable, que ça allait résoudre la crise et tout ce que vous voulez, ce qui était aussi intéressant, c'était les mots mobilisés. Donc, l'augmentation de salaire devenait souvent un coup de chapeau, devenait une récompense attribuée pour des efforts qui ont été réalisés par les gens, etc. On est donc dans le registre de la faveur, de la récompense. On est vraiment dans l'inverse du droit, quoi, et certainement pas dans le droit à bénéficier d'une partie de la richesse qu'on a produite par son travail. Ici, on est dans le registre de la faveur, de la récompense, et on sait tous qu'une faveur, une récompense, ça appelle des remerciements. Et c'est un droit qui est aléatoire. Enfin, je veux dire, si demain on vous l'enlève, on vous l'enlève. Et quand vous recevez un cadeau à Noël, vous dites merci, mais vous ne commencez pas à chipoter sur le fait que ce n'est pas le cadeau que vous vouliez ou que vous espériez un cadeau un peu plus cher, un peu plus chic, etc. Donc ça ne se négocie pas une faveur. Donc c'est très important, je le dis de manière un peu simpliste et je m'en excuse, mais c'est vraiment cette idée que le salaire, précisément, c'est quelque chose qui se discute, qui se négocie. Hein, donc on sort complètement du registre du politique et du droit pour entrer dans un registre moral et donc indiscutable. Il n'y a rien à dire là-dessus à part dire merci. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors une toute dernière chose, et puis je laisse la parole à Usul, je crois que je suis encore dans les temps, de toute façon c'est vraiment 2 minutes. Je voudrais vous lire un bref extrait, ça va même être un très bref extrait, c'est une phrase. La phrase de conclusion d'un éditorial publié dans le journal belge Le Soir, que vous connaissez peut-être, un important quotidien belge, peut-être le plus important avec la Libre Belgique, en tout cas en Belgique francophone, s'entend. C'est un éditorial dans lequel la journaliste évoque les manifestations et leurs débordements, et elle conclut en ces termes, je la cite, « La violence est inévitable quand la colère est immense et la peur sans fin. » Je la recite, « La violence est inévitable quand la colère est immense et la peur sans fin. » Alors pourquoi est-ce que je vous la cite 2 fois pour vous laisser un petit peu la digérer? C'est parce que je me dis, en entendant ça, vous vous dites peut-être, la Belgique, c'est pas si mal. En tout cas, la ligne éditoriale a l'air un petit peu plus pluraliste. Il y a peut-être des voix un peu différentes, un peu moins hostiles au mouvement des Gilets jaunes. Ça pourrait être le cas, mais à ceci près que la citation, qui n'est pas dans le bouquin, elle date du 2 juin 2020 et elle porte sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. Ce dont il est question, c'est donc de manifestations qui se déroulent loin d'ici, un peu à l'image des manifestations qu'on a vues un peu partout pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui se déroulaient à Hong Kong, qui se déroulaient en Hongrie, qui se déroulait au Venezuela, et que les mêmes qui n'avaient pas de mots assez durs contre les Gilets jaunes en France, applaudissaient des 2 mains, y compris quand elles étaient émeutières ou quand il y avait des faits de violence qui ponctuaient ces manifestations. Alors à ça, on pourrait rétorquer, rien n'empêche évidemment de trouver légitimes les manifestations états-uniennes et pas les manifestations françaises, ou l'inverse d'ailleurs, de trouver légitimes les manifestations françaises et pas les manifestations états-uniennes. Et c'est tout à fait vrai. Après tout, c'est la liberté éditoriale, chaque média a sa ligne éditoriale et libre à chacun de préférer X à Y. C'est vrai, mais à mon sens, à condition de l'assumer, et de l'assumer précisément comme un parti pris politique, comme une ligne éditoriale. Et c'est ça a été un peu mon angle d'attaque dans ce livre. Ce qui me frappe, ce qui est saisissant, c'est le fait que ça n'est quasiment jamais assumé. En réalité, ces prises de position, le plus souvent, elles sont présentées comme des non-prises de position, comme des observations qui sont apolitiques, comme un simple enregistrement du réel, en quelque sorte, comme si ça allait de soi. Et comme si ça allait de soi de considérer
que ces prises de position-là ne sont pas idéologiques, alors que la prise de position inverse, elle, serait considérée comme idéologique, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Quand on vous considère comme idéologique, ça veut dire que vous êtes renvoyé, vous ne serez pas entendu, vous ne serez pas pris au sérieux, et votre propos est directement disqualifié. Alors tout ça pose évidemment beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on fait du coup pour dire la vérité, avec les guillemets d'usage, mais comment est-ce qu'on dit la vérité quand on couvre une manifestation en tant que journaliste ou bien quand on en fait l'analyse en tant que sociologue? Est-ce que c'est possible d'être objectif, d'être neutre éventuellement? Est-ce qu'on est plus objectif en filmant ceci plutôt que cela, etc. Alors là aussi, c'est des questions que je pose un peu simplement comme ça, mais en fait qui ouvrent des débats épistémologiques absolument immenses et dont je prétends certainement pas faire le tour, ni maintenant, ni dans le livre, mais que j'ai quand même pris soin d'aborder dans le dernier chapitre, qui, moi, me tenait beaucoup à cœur. Alors, j'avais un doute sur le fait que Alors, bon, je sais que c'est des questions aussi qui intéressent Arnaud Saint-Martin, mais un éditeur aurait pu se dire, oh là là, des questions épistémologiques dans les 40 dernières pages d'un bouquin, c'est quand même un truc un peu étrange. Et moi, je les trouve assez importantes, d'autant qu'elles me permettent aussi d'être un peu réflexif et d'adresser ces questions au discours sociologique que je tiens. Et je crois que c'est très, très important quand même quand on se permet de prendre cette posture un peu facile, il faut bien l'avouer, au départ, de critique des médias. C'est une position assez confortable, d'être celui qui donne des leçons, entre guillemets. Bah, la moindre des choses, c'est de faire tout son possible pour que la critique puisse être retournée contre soi. Alors, je ne sais pas si c'est réussi, mais j'ai en tout cas fait mon possible, et c'était l'objet un peu du 4e chapitre, et bon, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Voilà, j'espère, Arnaud, que je n'ai pas trop dépassé le temps. Non, parfait. je suis dans les temps. Dans le timing, c'est parfait. Donc là, c'est parfait alors. La parole est à Usul. Merci beaucoup. C'est génial parce que moi, je peux rebondir pile sur ta conclusion, et je vais démarrer par ta conclusion, voilà, d'où on parle, avoir l'honnêteté de dire qu'en effet, pour avoir un point de vue sur le monde social, il est fatalement situé. Et je vais commencer par là parce que mon premier regard, moi, sur le monde des Gilets jaunes et tout cet univers-là, c'était un regard très situé, mais situé dans un entre-deux un petit peu inconfortable parce que moi, je suis… alors, je sais qu'il y a des discussions sur le transclasse de Chantal Jacquet, on va dire un transfuge de classe, je suis entre deux mondes. Et le monde populaire, le monde des gilets jaunes, le monde de la chenille qui redémarre, etc., c'est quelque chose, des salles des fêtes et des ronds-points, c'est le monde duquel je viens, dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai même travaillé. C'était mes collègues. J'ai travaillé dans la logistique, dans des entrepôts où des camions arrivaient, repartaient, machin, et on les déchargeait, et puis on était sur des chaînes de montage, etc. En fait, c'était mes collègues. Et dans une certaine mesure aussi ma famille. Donc, moi qui ai fait ce parcours depuis ce monde-là pour arriver au monde qui fait que aujourd'hui, je suis invité à discuter de ça de haut, même si ce de haut, il est situé et que voilà, il n'y a pas de regarder de ça avec un peu le surplomb de l'analyse et les mots qui vont avec et le langage qui va avec. Eh bien, mine de rien, voilà, j'avais cette contradiction à la base qui était que quand le mouvement, évidemment, a démarré, moi, je l'ai regardé un petit peu comme on avait regardé les bonnets rouges au tout début. Alors, pour ceux qui se souviennent des bonnets rouges, c'était une fronde anti-taxe qui était très forte, notamment en Bretagne, une époque où moi je vivais aussi en Bretagne, parce qu'il était question d'installer des portiques. Alors vraiment, pour une sorte d'écotaxe qui ne concernerait que les poids lourds, il me semble. Et il y avait une fronde qui avait cette particularité de mêler les classes sociales et d'être une fronde dont les mouvements de gauche se sont difficilement emparés puisqu'elle était pleine de petits patrons, pleine de patrons aussi, de patrons de la logistique justement, des transports, etc. Et c'était un mouvement anti-taxe avec tous les discours qui vont avec, les discours qui sont déjà faits, duquel il suffit de s'emparer. Il y a trop de taxes, on est enseveli sous les charges, etc. Donc, c'est un mouvement qui était, si on veut catégoriser, de droite, qui a été perçu comme de droite, d'autant plus facilement qu'il s'opposait à un gouvernement de gauche, c'était François Hollande. Donc, pour les médias, il était clair que c'était un truc de droite, quoi. Et voilà, quand le gilet jaune arrive, pour Brunet, que tu cites dans le bouquin, et que j'ai cité aussi dans les vidéos, donc il y a beaucoup d'extraits qui se recoupent vraiment, parce que tu les as utilisés dans le bouquin, je les ai utilisés dans des vidéos aussi, parce que c'était parlant. Je parlais du boxeur, donc Vincent Cespedes et tout, mais Brunet, c'était édifiant. Dans la première semaine, Brunet, il est là, ce gilet jaune, il faut le mettre. Certes, il ne va à personne, mais il faut le mettre parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Voilà, toutes les hyperboles sur on étouffe, les entrepreneurs étouffent, les patrons, et puis les Français aussi, leur pouvoir d'achat. Donc,
Et ensuite, 2 semaines après, lui, il se reprend et il dit, bon, je vais arrêter de le porter parce que ce mouvement s'est dénaturé. Et il y a un certain nombre de gens de gauche qui ont fait le parcours exactement inverse. Mais vraiment symétriquement inverse, même j'ai envie de dire, pour avoir parlé avec beaucoup de gens de gauche, de militants, de je sais pas quoi, beaucoup me situent le truc à 2 semaines. Et le regard médiatique du truc a été super important, celui de Brunet, celui des mouvements, celui des reportages, etc., des représentations. Et moi, le moment où j'ai commencé à avoir un vrai malaise sur les gilets jaunes et les représentations et le discours qui allait avec, c'est quand j'ai perçu le mépris de classe dans les… mais que je l'ai perçu trop fort. Et que là, c'est entré en contradiction avec… certes, moi, je n'évolue plus dans ces sphères-là. Pourtant, ça reste quelque part un peu moi. J'ai été blessé de la manière dont on parlait de gens qui me ressemblaient aux gens que j'avais côtoyés, avec lesquels j'avais évolué. Même si sur le fond, politiquement, je n'avais pas compris ce qui était en train de se passer. J'avais certainement pas vu que ce mouvement qui était une fronde anti-taxe allait se transformer en un vaste mouvement qui réclame plus de démocratie, le retour de l'ISF et tout. J'avais évidemment pas du tout entrevu ça. Juste, j'avais d'abord été blessé par des discours de classe, quand bien même, et que j'avais perçu avant même le revirement. Voilà. Et c'était assez étonnant. Mais parce que ce mouvement, et ça va être, j'allais dire, ça va être ma première partie, alors je dois déjà y être depuis 3 minutes à juste l'intro, donc on va faire plus vite. Difficultés médiatiques, il y a eu des vraies difficultés, moi qui évolue un petit peu dans l'univers des médias, il y a eu des vraies difficultés pour les médias à représenter ce mouvement et à en parler, et pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, ne serait-ce que parce qu'il s'agissait de lui trouver des représentants, des gens qui veuillent bien parler. Et à chaque fois qu'il s'agissait de parler, la plupart des gilets jaunes disaient « Bon, moi, je dis ça en mon nom », mais voilà, eux-mêmes, ils se dérobaient au porte-parole là, si j'ai envie de dire. Ils n'avaient pas envie d'y aller, ou alors s'ils y allaient, c'était avec une infinité de réserves. Je ne parle qu'en mon nom. Tu insistes dans le bouquin sur le fait qu'ils disent « Je suis apolitique, c'est pas politique ce que je vais dire », avec une confusion parfois entre apolitique et apartisan. Mais c'était très difficile, même pour les journalistes. On peut comprendre qu'ils étaient il y avait une vraie difficulté. Il y a une facilité aussi quand on est JRI, je pense aux journalistes de BFM TV. Et là, encore une fois, il faut comprendre BFM TV qui a cristallisé beaucoup de défiance de la part des Gilets jaunes pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que c'est le média qu'ils connaissent le mieux, qu'ils le voient tourner au café, au bureau de tabac, qu'ils mettent chez eux parfois plus volontiers que LCI, dont on sait que LCI est beaucoup plus regardé par des cadres. Etc. Et France Info, beaucoup plus, un peu plus de gauche parce que c'est service public, plus regardé par un public plus de gauche. BFM, c'était le juste milieu dans des milieux populaires, c'était le truc sur lequel ils revenaient souvent. Mais pour le coup, ils ont été largement… il y avait une défiance quand quelqu'un venait avec une caméra, un micro, et pour cause, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que BFM, c'est d'abord une télé de plateau, et la parole bourgeoise, son écrin ultime de la parole bourgeoise, c'est le plateau. C'est pas le reportage, c'est pas le… Voilà, c'est le plateau. Et d'ailleurs, là, il y avait une vraie difficulté, parce que quand il s'agissait de faire venir des gilets jaunes sur le plateau, soit ils étaient très bons, auquel cas ils finissaient par gagner en confiance et être discrédités par les gilets jaunes eux-mêmes au bout d'un moment. Alors là, vous voyez la difficulté extraordinaire. Soit ils étaient mauvais, ils n'étaient plus réinvités. Donc, très difficile de recueillir en plateau la parole, de créer des plateaux avec des gilets jaunes dedans pour les médias. Donc, ce qu'a fait notamment Mediapart, c'est de privilégier le reportage. Parce que le reportage, contrairement au micro-trottoir, ce n'est pas le micro-trottoir, le reportage. Le micro-trottoir, c'est tu prends quelqu'un 2 minutes, qu'est-ce que tu en penses, voilà, et puis tu coupes, et puis tu gardes ce qui t'a intéressé parce que ça sert ton propos. Voilà. Le reportage, c'est tu passes du temps avec les gens, tu passes du temps longuement. Voilà, bon, tu cites beaucoup Bourdieu, tu dois savoir aussi que en 95, il y avait eu cette équipe, je crois, de France 3 Marseille, qui était restée tellement longtemps avec les grévistes, en arrivant sans beaucoup d'a priori. Il devait peut-être y avoir des gens de gauche dans cette équipe de France 3 Marseille, mais au fur et à mesure, à force de vivre avec les grévistes, ils avaient livré un regard qui était complètement différent de ce qui pouvait se donner en plateau. Donc le reportage, le problème, c'est que le reportage, c'est pas le format privilégié de la télé actuellement. Le reportage, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher que les plateaux. Ça coûte beaucoup moins cher donc, de faire venir, en effet, Luc Ferry ou je ne sais pas quel autre trou de balle, et plus un gilet jaune ou deux.
mais d'envoyer des gens sur les ronds-points directement pour recueillir une parole, mais avec tout ce qui va avec la description de ce qui s'est passé le matin, ce qui s'est passé le soir, ce qui se passera le lendemain, comment ils s'organisent entre eux, pourquoi c'est lui qu'on entend plutôt que tel autre, comment ils ont délégué la parole et tout. Et ces questions, elles rendent le travail journalistique beaucoup plus difficile. Et donc, quand il y a par miracle des porte-paroles qui arrivent à sortir parce qu'ils sont meilleurs que d'autres, voilà, la question se pose. Alors déjà, ils dérapent quand même assez souvent parce que, mine de rien, prendre la parole en public, ça demande une certaine formation, ça mobilise beaucoup de capitaux différents, de qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut ne pas dire, parce que en fait, ça demande une science. Tu parlais de ce qui va de soi, la doxa, ce qui n'a même pas besoin. Pardon, j'ai coupé mon micro. Ce qui n'a même pas besoin d'être dit, mais il y a aussi, comme tu le disais, tout ce qu'il est interdit de dire. Et ça, il faut le savoir, tout ce qu'il est interdit de dire. Tu peux tout à fait, de bonne foi, arriver avec des trucs, mais 100% honnêtes, 100% sincères, mais en fait, tu as employé le mot qu'il ne fallait pas employer. Et là, tu vas être taxé de... je sais, alors, ça peut être l'antisémitisme, ça peut être le complotisme, ça peut être... Il y a plein de manières de déraper. Et souvent, sur les Gilets jaunes, on trouvait, je pense, des porte-paroles comme Maxime Nicole, je pense à Drouet qui, lui, disait « on va marcher sur l'Élysée ». Mais mon gars, ça c'est factieux, ça c'est directement, en fait, tu fais une menace directe d'appel tu fais un appel au soulèvement insurrectionnel et factieux, quoi. Donc non, ça passe pas. Donc les dérapages étaient c'était trop dangereux. Et puis il y avait beaucoup de problèmes dans les médias eux-mêmes. C'est pour ça que tu disais on va parler des médias, du coup je vais me concentrer là-dessus. Il y a beaucoup de problèmes, c'est les préjugés aussi des médias eux-mêmes qui arrivaient. Quand on arrive sur un terrain, en fait, on a déjà une idée du terrain avant même d'arriver. C'est pour ça que je parlais du reportage au long cours, parce qu'il y a vraiment les journalistes de BFM vont sur le terrain avec une caméra. Et aujourd'hui, limite, il faudrait qu'ils y aillent tout seuls. Avec leur propre caméra, ils la mettent sur un pied, un micro, parce que les économies de moyens dans les chaînes télé ont conduit à ce que maintenant, on demande aux JRI, aux journalistes reporters d'images, de tout faire. Et limite d'uploader eux-mêmes leurs petits reportages qu'ils ont montés eux-mêmes, dont ils ont mis la voix off sur le site eux-mêmes, en mettant eux-mêmes la description. On leur demande de tout faire. Donc ils arrivent, ils sont seuls, ils sont dépassés, ils n'ont pas le temps, on leur demande de rendre pour 18 heures, et ils ont un pauvre micro, une caméra, un cadreur. La plupart du temps, ils ont quand même un cadreur. Mais la plupart du temps, ils sont aussi les deux journalistes, ces deux employés de BFM qui arrivent, et ils doivent recueillir la parole. Donc voilà, il y a une limite de temps, évidemment, qui pose problème. Mais mettons qu'on fasse du temps long. Moi, ce que j'ai vu, c'est ce qui est intéressant, parce que ça fait écho à des trucs qui sont passés aujourd'hui. Moi, j'ai discuté du coup avec Mathilde Gohanek et Dan Israël de Mediapart, qui sont au pôle social de Mediapart et qui revenaient de reportage à Mediapart. Et Mediapart, c'est une rédaction relativement de gauche quand même, qui a une empathie normalement avec les luttes sociales et tout, et une certaine connaissance du mouvement ouvrier, machin. C'est rempli aussi d'anciens trotskistes, de gens qui ont une culture de gauche, quoi. Et quand elle revenait, Mathilde disait, moi, on me disait, bon alors, c'est bien passé avec tes fachos, là? Donc, bah ouais, mais parce que même la rédaction de Mediapart, l'information, elle est circulaire aussi. Et les journalistes eux-mêmes regardent les autres journalistes. Et ils regardent les autres journalistes avant de regarder eux-mêmes le terrain. Donc, quand les deux journalistes revenaient du terrain, où ils avaient vu que ce n'était pas que des fachos, ou que les fachos avaient été relativement marginalisés, parce qu'il y a eu des luttes internes. On ne va pas dire qu'il n'y avait pas de fachos, c'est pas parce qu'il y en avait. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y avait pas de fachos. Mais il y a eu des luttes internes, il y avait des courants différents. Et puis, quand ils revenaient, voilà, ils se trouvaient face à ça. Et donc, c'est-à-dire que dans la hiérarchie même des sujets, je pense qu'à un moment, les Gilets jaunes étaient vécus comme un sujet mineur. Et je pense à Mediapart, mais je pense aussi, que ça a dû être le cas à Libération, je pense que ça a dû être le cas dans d'autres journaux dits de gauche qui, pour le coup, ont subi aussi l'effet des médias dominants sur les représentations du mouvement, dans un premier temps, en tout cas. De toute façon, les médias dominants, évidemment, ça va de soi que les médias dominants, c'est les médias des classes dominantes, c'est les médias dans lesquels il y a des enfants des classes dominantes ou des enfants qui aspirent à pénétrer dans les classes dominantes et donc parler comme les classes dominantes, adopter les grilles de lecture des classes dominantes. Et c'est pas pour rien que je parlais aussi de mon statut de transfuge de classe et tout. Je parle comme les classes dominantes. Et moi-même, mes premiers réflexes face au truc, ça a été c'est comme les bonnets rouges, c'est une fronde anti-taxe, machin. Il m'a fallu aussi tout un décalage. Et je reviens à cette histoire de bestialité, pareil. Donc, fatalement,
leur imaginaire, il est saturé de cet imaginaire réactionnaire des classes dominantes qui bestialisent. Alors, c'est vrai pour les banlieues, ça a été vrai pour les Gilets jaunes aussi. La violence ramène à la bestialité, alors que la violence des forces de l'ordre est perçue comme tout à fait légitime, n'est jamais ramenée à la bestialité de ces flics, assoiffés de sang. Non, c'est la foule qui est assoiffée de sang, qui est haineuse, etc. Mais ça, c'est des prismes de classe, quoi. Mais ça ouvre plein de questions. Et voilà, les mondes populaires, c'est toujours les mondes qui amènent à la peur. Et je vais finir là-dessus parce que je suis peut-être déjà long. Je finis là-dessus parce que j'ai bien aimé que tu soulignes le fait, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Peut-être même parce que j'ai ce cul entre deux chaises, qu'il y a d'un côté ceux qui vont avoir une vision tout à fait terrifiée des mondes populaires, inquiétée et puis méprisante aussi. Et puis il y a de l'autre côté une vision qui va être fantasmée des mondes populaires dans lesquels il n'y aurait que de la vertu des petits, des humbles. On retrouve ça chez Michéa, on retrouve ça chez un certain nombre de gens, chez des rouges bruns aussi, pas mal, les vertus du peuple, la terre qui ment pas. Les liens sont quand même assez vite faits, hein, mais c'est pas loin quand même. Et j'ai retrouvé ça parce que j'ai eu un échange avec Branco il y a 3 jours sur Twitter, que vous avez peut-être vu, où il me reprochait il me reprochait en gros de produire du concept et de je sais pas quoi, et donc du coup de m'être coupé des classes populaires, là où lui et d'avoir du coup défoncé Crépuscule, grand sujet chez les Gilets jaunes, hein, Crépuscule, un carton chez les Gilets jaunes, et lui expliquait ça par le fait que lui a su mettre de côté ses privilèges de bourgeois, de créer du concept, de la conceptualisation, son éducation, etc. Il a su la mettre de côté pour produire du sensationnel, du croustillant, du closer. En fait, sur Mediapart, Joseph Confavreux avait parlé de son bouquin en disant que c'était du gala, la lutte des classes, mais écrite pour gala, quoi. Et lui, il a dit, oui, moi j'ai fait ça exprès, parce que pour toucher les classes populaires, c'est ça qu'il faut faire. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais pareil, c'est une vision qui mélange les deux, là, pour le coup, qui est à la fois méprisante et à la fois idéalisée. C'est à la fois idéalisé dans le sens où les classes populaires sont en effet à nouveau dans Branco l'acteur de l'histoire comme chez les marxistes, un acteur important de l'histoire, mais en même temps méprisante parce que c'est à lui de leur apprendre la vie, quitte à lui-même ne plus faire de concept et donner dans le croustillant et dans le pas le scabreux mais pas loin parfois. Comme si, en mépris total même de la tradition communiste, du Parti communiste, qui a été en effet, et qui s'est posé la question de quelle est la place entre les ouvriers et les intellectuels. Le Parti communiste a répondu, on veut des compagnons de route qui prennent pas toute la place, mais qui sont là quand même, et on veut aussi des ouvriers qui, eux, montent et accèdent, des gens qui viennent de ces milieux populaires et qui accèdent aux outils de conceptualisation, de machin, pour pouvoir mieux raconter leur monde et mieux comprendre leur monde. Et pas le raconter d'à côté, mais le raconter avec un pied dedans. Et voilà, donc c'est ça que ça m'inspire, parce que Branco, ça a été aussi une figure des Gilets jaunes, et donc il y a énormément d'écueils, et c'est les pistes que je voulais lancer pour dire pourquoi aussi ce mouvement était relativement insaisissable pour les médias, et on l'a vu, hein, quand les médias n'y arrivent plus, ne comprennent plus, ça s'est vu au moment des grandes grèves de 95, ça se voit à chaque grand mouvement social, ils sont obligés d'inviter en plateau des vrais gens. Et ils mettent en dessous un Français dans le synthé. Ils invitent des sans-titres, ils invitent des sans-grades qui n'ont pas de profession prestigieuse qu'on pourrait foutre dans le synthé en dessous. Donc ils mettent des... Et on le voit dans l'émission de Salamé, qui était avant animée par Pujadas, machin, maintenant je ne sais plus, c'est Salamé et je ne sais plus qui. On invite des Français. Voilà. Et là, ils étaient perdus, donc ils étaient obligés d'inviter à nouveau des Français qui sont exclus d'ordinaire du jeu. Mais ils se sont, avec le mouvement des Gilets jaunes, ils se sont réinvités. Ils ont été obligés d'inviter des Français et des chercheurs. Parce qu'ils étaient tellement perdus que les producteurs ordinaires de logorées réactionnaires ou d'analyse ordinaire du monde social s'avouaient dépassés. Quand ils s'avouent dépassés, ils ont été obligés d'inviter des Français et des chercheurs, des historiens, en leur demandant alors, c'est mai 68, c'est une jacquerie, c'est quoi, on ne comprend pas, c'est 36, c'est quoi? Et c'est 95, ils étaient complètement perdus. Donc bon, voilà. Moi, c'est les pistes que j'ai à donner, mais j'avais encore d'autres trucs, mais de toute façon, après, on discute. Voilà, je m'arrêterai là. Mais c'était très, très, très intéressant comme bouquin où je partageais plein de points de vue. Merci Jean-Louis. Tu réponds et puis lancer la discussion, puis je ferai passer quelques questions au fur et à mesure.
Ouais, je vais peut-être pas trop répondre, hein, parce que si là, on est parti juste avec ça, on peut tenir jusqu'à 10 heures. Hein. Ouais. Donc, il y aura plus pour la question. Mais peut-être juste réagir, ouais, tout ce que tu dis, moi, ça me frappe, c'est l'incapacité en fait, de prendre les classes populaires au sérieux, en fait, tout simplement. Ce que tu dis, c'est ça. Et c'est pour ça, il y a une question d'ailleurs dans le chat que j'ai vu, le lien entre ce que j'ai appelé dans le bouquin le misérabilisme et le populisme de manière classique en sociaux, mais il faudrait mettre beaucoup de guillemets à populisme parce que c'est pas dans le sens courant du terme. Hein. En gros, le misérabilisme, c'est considérer que le peuple, ce sont des moins que rien et des gens à qui il ne s'agit pas de faire confiance. Et le populisme, ça inverse le raisonnement et c'est considéré que par définition, le peuple est vertueux. Et effectivement, le lien entre les deux, pour répondre à la fois à ce que tu dis, à la question dans le chat, c'est le fait de toujours avoir une conception toute faite en fait, des classes populaires, et une conception qui est incapable de les regarder de face, de les regarder ni d'en haut ni d'en bas, ni en plongée, ni en contre-plongée. Et souvent, quand les classes dominantes, alors moi non plus, je viens pas de ce milieu-là, tu vois, on pourrait rediscuter, mais quand les classes populaires font l'éloge des classes populaires, en général, elles parlent d'eux-mêmes, elles parlent de leur mauvaise conscience, quoi, je veux dire, la plupart du temps. Il y a que c'est Bégodeau qui, dans son Histoire de la bêtise, qu'il a écrit à peu près au même moment que le mouvement des Gilets jaunes, et moi qui m'a pas mal parlé. Hein, j'ai parfois eu l'impression de faire une sorte d'étude empirique sur l'histoire de ta bêtise, mais il y a un moment où il dit quelque chose. Il dit quelque chose du genre, merde, j'ai perdu mon idée du coup. Mais lui, il se concentre sur les bourgeois de gauche, pas sur les bourgeois de droite. Toi, tu prends vraiment. Ouais, moi je prends un peu les deux, oui, mais en tout cas, il y a cette incapacité. On l'a vu aussi quand les Gilets jaunes étaient invités en plateau, hein, tu en as parlé. C'était saisissant aussi de voir un moment qu'est-ce qui sortait comme parole populaire quand les gens étaient mis dans des conditions à peu près normales d'expression. C'est la plupart du temps, les classes populaires, quand elles sont à la télévision, c'est quoi? C'est pour être interrogées dans un micro-trottoir, c'est pour être interrogées debout sur leur lieu de travail. Les questions ne suscitent pas du tout une analyse. News maintenant, on a d'abord fait une saignée et viré les journalistes. Donc je crois au fait que, vous voyez pourquoi le service public, parce qu'il a des moyens, reste important et peut entretenir des niches, et où ces niches-là, elles seraient aussi formidables dans des médias indépendants. Mais là, nous, on a les problèmes des moyens, que n'ont pas les capitalistes, qui eux ont les moyens, mais n'ont pas les ambitions. Évidemment, parce que ça va contre leur intérêt. Le service public peut être cet entre-deux. Ils ont le pétrole, on a les idées. Sur cette mauvaise chute, écoutez, ça fait déjà 1h20 que nous discutons. C'est pas mal. Je vous confie peut-être le mot de la fin, chacun, Jean-Louis et Usul, et puis on pourra clore cet échange. Bah, moi, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je le laisse le mot de la fin. Ouais, moi encore plus, non, j'ai encore plus parlé, non, je sais pas, je me disais juste qu'il y avait peut-être de l'espoir dans cette discussion, avec quand même une partie du monde que je décris dans le livre, de ce monde télévisuel en partie, notamment, et aussi de la presse, qui est quand même un peu en train de décliner, quoi. On voit qu'il n'a plus beaucoup de légitimité. Qui s'intéressera encore dans 10 ans les débats entre Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit à la télévision, où Luc Ferry explique qu'en fait, il n'a pas du tout, pour faire une petite référence au titre et boucler la boucle, qu'il n'a pas du tout voulu parler d'armes létales, d'ailleurs qu'il adore les gilets jaunes, mais qu'il imaginait que l'armée allait débouler, enfin pas l'armée en l'occurrence, mais qu'on allait se servir de taser. Alors bien sûr, quand il dit on a la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, il pense à des tasers et que tout ça passe, mais très bien, quoi. Je veux dire que Cohn-Bendit en rajoute une petite couche même pour dire que les gilets jaunes sont quand même des casseurs, parce que Luc Ferry avait été un petit peu tendre sur cette question. Donc c'est des débats, bon, ils ont leur place, hein, on est pour le pluralisme, moi c'est très bien que ça existe. Maintenant, le fait qu'il n'y ait que ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un monde qui est en train de décliner, et ça, c'est quand même une bonne chose. J'ai parfois eu l'impression de tirer sur une ambulance. Alors, c'est une ambulance qui, malheureusement, enfin, qui a encore beaucoup d'influence, hein, donc ça valait encore la peine de tirer dessus, mais c'est quand même tout doucement une ambulance. Dans nos milieux, c'est facile de tirer sur Pascal Praud, tu vois. Dans nos milieux, ça se fait, ouais. Mais bon, c'est toujours nécessaire d'entretenir ce feu nourri, je pense. Même si, en fait, on tire avec une artillerie bien faible, quoi. C'est là tout le problème. Et c'est vrai qu'une des solutions, c'est des trucs comme, en effet, qu'on prenne un peu d'ampleur. Moi, j'ai été stupéfait, voilà, ce sera peut-être mon mot de la fin, avec un peu d'espoir. J'ai été stupéfait par le succès de Hold Up. Mais de la même manière, j'avais également été stupéfait par le succès de… tu parlais de Je veux du soleil, je pense, quand tu pensais à Ruffin, mais de Merci Patron.
Oui. Ou des nouveaux chiens de garde qui restent une référence. Je ne crois pas qu'on ait fait mieux aujourd'hui depuis, je sais pas, les films de Pierre Carl. Je ne crois pas qu'on ait fait mieux en matière de critique des médias, machin. Donc, s'emparer aussi d'autres formats à côté, formats plus longs, comme tu disais. Mais stupéfait du truc de Hold Up, c'est-à-dire les gens sont prêts à payer pour des formats longs qui flinguent le consensus bourgeois. Même si Hold Up le fait n'importe comment, mais reconnaissons au moins que c'est un phénomène à appréhender avec sérieux quand même. Merde, ce truc a existé et a remporté un succès fou. Comment nous, on arrive à faire la même chose? On y est arrivé de temps en temps, ponctuellement. Il faut continuer à entretenir aussi ça. Et puis aussi repenser complètement les structures du système médiatique. Je pense, ça s'est fait dans les années 80. On pensait, c'était le groupe R100 à l'époque, des lois antitrust en fait. Ça s'est fait. Mais la main là, elle est aux politiques. Elle n'est pas seulement à la presse parce que nous, on n'a pas assez de capital, c'est tout. On n'est pas du côté des capitalistes, on n'est pas du bon côté du manche, donc on ne nous payera pas pour dire des trucs comme ça ou pour faire des trucs comme ça. Donc il nous reste d'un côté le crowdfunding et de l'autre côté, il va falloir aussi que des politiques s'emparent de cette question et le dénoncent. Et c'est d'autant plus difficile, bon, je pense à la France Insoumise, etc., qu'aller dénoncer les médias dans les médias, c'est toujours très compliqué, c'est une position très très délicate qui va t'attirer les critiques en fait des deux côtés. D'un côté, mais c'est valable pour les chercheurs d'ailleurs. Vous y allez, donc vous êtes complice, ou à l'inverse, vous n'y allez pas, donc vous les laissez faire, et vous faites vos petites critiques dans le confort feutré de vos amphithéâtres moribonds. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a de l'espoir. Et je reprends donc pour conclure cette proposition de récupérer un canal TNT et d'y loger donc une chaîne alternative. Et là, il faut en effet être au pouvoir, pouvoir le faire politiquement. C'est 2022. On a encore quelques mois pour récupérer ce créneau. Et puis, on pourrait y héberger tout ce monde. Bon, c'est quand même du boulot. Merci encore. Donc, ils se servent de leurs armes. Format court, efficace, incisif, percutant. Voilà, de Jean-Louis Siroux, livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner dans son écriture. Et voilà, il est disponible à la fois en librairie, les libraires qu'on soutient, c'est pas évident en ce moment, et aussi via le site des éditions du Croquant en circuit court. Et si vous le commandez maintenant, vous l'aurez avant Noël. Ça sera quand même pas mal pour les cadeaux. Merci encore, et puis passez une bonne soirée, et puis à bientôt pour un prochain webinaire croquant. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.